La dernière fois, on a parlé des 3 oiseaux légendaires de Kanto, mais ce n'est pas le seul trio de la licence. De l'autre côté du mont Argenté se trouve une nouvelle région, Johto, et avec elle, un nouveau trio légendaire, les 3 chiens. Comment ça, des chiens? Bon, avant qu'on parle de l'origine des bestioles, on va peut-être devoir éclaircir un point qui retourne la communauté Pokémon depuis près de 30 ans. Est-ce que ce sont des chats ou est-ce que ce sont des chiens? Moi, je partirais plus sur des chevaux. Parce que, oui, ok, d'accord, ça ressemble à un lion. Mais ça ressemble aussi à un Saint-Bernard. Et depuis, il y a 50% des gens qui appellent ça des fauves légendaires, et les 50 autres des chiens légendaires. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont tous les deux faux. Oui, le vrai nom du trio, c'est les bêtes légendaires, sans préciser si ce sont des chats ou des chiens. Voire parfois, ils ont l'appellation du trio des légendes sacrées. Moi, personnellement, je leur donne le petit nom de « Mais bordel, tu vas rentrer dans la Pokéball et arrêter de te barrer ?» Mais bon, c'est un peu long. Donc on peut quand même se poser la question de qu'est-ce que c'est comme bête? Chez Game Freak, ils en disent quoi? Alors, Muneo Sato, celui qui a fait les designs, s'est inspiré des félins pour faire les légendaires. Bon ben voilà, problème résolu. Sauf que Ken Sugimori, son supérieur, a toujours plus ou moins pensé que c'était des chiens. Ah merde! Ce qui va pas vraiment aider, c'est le premier design des créatures. Parce que bon, là, le côté clébard, on peut difficilement le renier. Et en réalité, bah, c'est un peu des deux. Saito, il ne voulait pas juste faire des félins. Il leur a donc donné une silhouette qui pouvait faire penser autant à des chiens qu'à des chats. Et surtout, c'est un débat qui semble faire rage par chez nous, parce que les Japonais, ils ont une toute autre définition. Articodin, Elector et Sulfura, par exemple, ce sont les 3 oiseaux. Les Régis, ce sont les 3 statues. Terrakium, Cobaltium, Viridium, les 3 bêtes. Attends, si eux, ce sont les 3 bêtes, les autres, c'est quoi? Bah, ils sont appelés comme ça. Ça veut dire les 3 chiens. D'ailleurs, si on fait la recherche sur Google, on tombe directement sur nos 3 légendaires, alors qu'en tapant les 3 chats, tout de suite, c'est moins probant. Donc au final, ce ne sont ni des chats, ni des chiens, ou un peu des deux. Donc pour y répondre, on va se pencher sur les créatures qui les ont inspirés. Et pour ça, on va commencer par Entei, et son inspiration, c'est celle du lion. Pour être exact, le lion gardien de Chine. Même si, encore une fois, la créature existe en plusieurs exemplaires dans toute une partie de l'Asie. Alors, on n'a pas vraiment de légende sur ces créatures, si ce n'est qu'ils sont des protecteurs allant toujours par paire. À gauche, on retrouve le mâle accompagné d'une balle et qui est le protecteur de l'habitat devant lequel il se trouve. À sa droite, on a la femelle qui, elle, va avoir son petit près d'elle et symbolise la protection des habitants. Et si vous remarquez bien, les 2 lions se ressemblent, alors que techniquement la femelle ne devrait pas avoir de crinière. Eh bien ça vient de la découverte du lion. Oui, parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais les lions en Chine, ça court pas les rues. Ce qui fait qu'en 221 avant notre ère, des Chinois découvrent l'animal grâce à la route de la soie. L'empereur de l'époque va alors tomber sous le charme de la bête, et en faire le gardien de sa famille, ce qui amène aux 2 statues qu'on a vues. Sauf que, n'ayant pu voir qu'un lion à la crinière soyeuse, les artistes en sont arrivés à la conclusion que c'était pareil pour la femelle. En plus de leur protection, les 2 lions vont faire référence au yin et au yang. Le mâle avec sa balle représente la terre et l'incarnation de l'ordre, et l'opposé de l'ordre, c'est le nouveau-né qui est toujours en apprentissage, représenté par le rejeton. Plus le temps va avancer, et plus les créatures vont gagner un statut mythique, devenant l'égal des dragons ou des phénix. Ils vont aussi gagner de nouvelles capacités, toujours liées à la protection, mais cette fois-ci la protection contre les énergies négatives, que ce soit les maladies, logique, l'autorité imposée, je vois l'idée, alors pourquoi pas, mais aussi les lampadaires et les feux de signalisation. Ok, là par contre ils m'ont perdu. Cette capacité elle leur vient d'un autre pouvoir, la perception, qui leur permet de savoir les bonnes et les mauvaises intentions des personnes qui passent à côté d'eux. Ce qui fait que naturellement, ils empêchent les vols bien mieux que n'importe quel antivol, ce qui apporte aussi chance et bonheur à l'établissement sous leur protection. Alors, il y a un petit détail qui est intéressant par rapport au débat de base, c'est qu'on les appelle bien des lions gardiens, mais physiquement, avec le temps, leur apparence a changé pour obtenir d'autres traits, s'éloignant du roi des animaux pour se rapprocher du chien, d'où le fait qu'ils portent aussi le nom de Foo Dog. Bon, ça c'est pour les chiens-chats qui sont apparus en Chine, mais ils ont fait des petits, notamment les Shisa. Et c'est là qu'on va commencer à parler de légendes. C'est au Japon que l'on va les retrouver sous le nom de Shisa, et ils vont toujours aller par couple, mais avec des attributs différents.
Le mâle a la bouche ouverte, alors que la femelle ferme sa gueule. J'ai le droit de le dire comme ça, ce sont des animaux. Et leur fonction diffère aussi, le mâle fera fuir les mauvais esprits, alors que la femelle gardera les bons. Oui, alors du coup, ça veut dire qu'elle les séquestre. Merde, c'est vrai, maintenant que tu le dis. La plus vieille légende nous ramène sur l'île d'Okinawa, dans le village de Tobimori, qui est souvent en proie aux incendies. Les habitants vont donc consulter un Shaiyo Zui, un maître du Feng Shui, qui va en conclure que les raisons des incendies, c'est le mont Yae, à proximité. Voilà, donc depuis quand est-ce qu'une montagne ça provoque des incendies? Je sais pas. C'est parce qu'à l'époque elle était considérée comme une montagne de feu, ou un volcan. Oui mais, vu que c'est pas un volcan, on s'en fout. Bref, la légende. Oui, donc la solution c'est de construire une statue de Shisa qui ferait face au mont, et curieusement ça a arrêté les incendies. Bien la preuve que ça marche. Oui, sauf que la pierre, ça arrête pas la lave. Une autre légende nous amène du côté du château de Shurijo, où un émissaire chinois débarque devant le souverain du coin avec comme présent un collier arborant une figurine de Shisa. Même si je pense qu'à l'origine c'était celle d'un lion gardien. Ça ferait plus de sens. Il se trouve que le village de Madanbashi, un peu plus loin, était la proie d'un dragon des mers qui l'attaquait régulièrement. On rappelle que les dragons asiatiques sont censés être bienveillants. Et un jour que le roi était en visite, il se retrouva face à ce dragon perturbateur. Sans se démonter une seule seconde, il sortit son pendentif et le pointa vers l'animal. Et là vous vous demandez sans doute qu'est-ce qu'un pendentif peut faire face à la colère d'un reptile mythique. Eh bien il se trouve que cette petite représentation, par je ne sais quel moyen, est capable de rugir. Donc elle a rugi. Et ce faisant, un rocher est tombé du ciel sur le dragon, l'empêchant de bouger et le laissant mourir de faim. Le truc amusant de ces deux légendes, c'est qu'on peut en retirer deux éléments. Il est lié au volcan et son rugissement projette des cailloux. Description d'Entei dans le Pokédex, on raconte qu'à chaque fois qu'il rugit, un volcan entre en éruption quelque part. Il y a aussi une variante de l'histoire où le pendentif devient un vrai petit toutou, parce que oui, le Shisa est aussi considéré comme un chien. Et après avoir fait un petit tour du côté d'Okinawa, elle est remontée sur l'île principale du Japon, où elle a pris le nom de Komeinu. Pour la bestiole, on va un peu reprendre les éléments de leurs copains des îles. On garde le principe de bouche ouverte et de bouche fermée, mais on va leur donner des petits noms. Monsieur sera donc Hajio, tandis que Madame sera Unjio. Et avec ça va s'accompagner le son O et le son M, soit homme, un peu l'équivalent de l'alpha et l'oméga. De par le fait, les attributs de gardien vont être moins présents pour se concentrer sur cette représentation du début et de la fin. Agio est l'inspiration du souffle de vie et Angio l'expiration du dernier souffle, ainsi que le principe actif et le principe passif, sur lequel on ne va pas se pencher plus que ça. Ouais, on va pas entrer dans les détails d'Inazagi et d'Inazami, c'est un truc important du shintoïsme. Cependant, on n'oublie pas complètement le côté gardien, bien qu'il soit un peu différent. Les lions gardiens et les Shisa sont représentés comme des statues, tout comme les Komeinu, mais il arrive à cette version de prendre vie pendant la nuit. Statue de pierre durant le jour et guerrier durant la nuit. Oui, le principe de gargouille est pas tellement éloigné finalement. Alors des gardiens, oui, mais pas pour toute la vie. Ils ont le droit à la liberté, après avoir servi le temple pendant un siècle. Faut la vouloir la pension. Après, ils s'en tamponnent un peu vu qu'ils ont une sorte d'immortalité. En gros, tant que la statue n'est pas brisée, ils sont en vie. Ça veut aussi dire que toute créature mythique qu'ils soient, ils peuvent mourir d'un simple marteau et un burin. Petit détour rapide, la créature existe aussi en Corée, mais elle n'a pas vraiment de différence avec celle-ci. D'ailleurs, Komeinu, ça veut dire chien de Corée. S'il vous fallait encore une preuve que Fauve légendaire était une mauvaise interprétation, eh ben on en a d'autres. Et pour ça, il va falloir aller du côté de notre second candidat, Raikou. Alors, Raikou, il est inspiré du Raiju. Ouais, ils n'ont pas été chercher le nom super loin. Alors, avant de parler de la créature, on va faire un petit tour sur le dieu de la mythologie japonaise. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'une vidéo ne serait pas trop pour parler du bonhomme. Mais Raiden. Ouais, pas celui-là, ça reste un dieu de la foudre, mais un autre. Notre dieu, il se balade sur un nuage et utilise des tambours pour balancer des éclairs et le tonnerre qui va avec. Ce qui correspond pas mal à Raikou qui a bien son nuage et qui, selon les descriptions du Pokédex, peut balancer des éclairs depuis le nuage qu'il a sur le dos et provoque le tonnerre par son rugissement. À compter qu'en plus dans les anciens designs, il avait un tambour. Et Raiju, il a rien à voir avec Raichu, si ce n'est le Rai qui veut dire tonnerre. D'où l'autre nom de la créature mythique, d'animal tonnerre. À ne pas confondre donc avec l'oiseau tonnerre de la précédente vidéo. Mais surtout c'est le compagnon de Raiden, foudre, tonnerre
On fait le lien. Sa première grande particularité, c'est qu'il est souvent entouré d'éclairs, voire qu'il est les éclairs eux-mêmes. Ce qui veut dire que le dieu balance littéralement sur la Terre la créature qui l'accompagne. Et il a aussi la capacité de devenir une boule de foudre, ce qui expliquerait ce phénomène rare sur lequel les scientifiques s'arrachent toujours les cheveux à l'heure actuelle. Ce qui en fait le cousin de l'Anquibéienne au Chili, sauf que dans son cas c'est une petite fille. C'est donc lui qui, durant les orages, court sur les arbres et sur les maisons, donnant l'impression que la foudre s'abat sur eux. D'ailleurs, un tronc qui se fait déchirer par cette dernière serait en réalité détruit par les griffes de notre nouvel animal. Et le plus amusant avec la bête, c'est pas tant ce qu'elle fait pendant les orages, que ce qu'elle fait quand il n'y en a pas. Bah, elle dort. Oui, non mais ce qui est important, c'est l'endroit où elle dort. Ah, bah dans votre nombril. Ce qui fait que Raiden balance un éclair sur la personne afin que ce dernier se réveille et sorte du ventre dans lequel il a décidé de taper sa meilleure sieste. Pour contrer ce mauvais sort, il suffit de dormir sur le ventre, comme ça le dieu ne voit pas la cible et il ne peut pas vous foudroyer de son tambour. Mais rassurez-vous, le Raiju ne dort que dans les nombrils des gens qui dorment à la belle étoile, ce qui explique pourquoi on se chope rarement la foudre dans son salon. Alors c'est pas non plus la seule fois qu'un Raiju a été dangereux pour l'humanité. En termes de légende, l'une d'entre elles nous raconte un homme qui a voulu en capturer un. Attrapez-les tous, attrapez-les tous. Mais l'animal ne se laissa pas faire et le griffa au visage. Alors là, vous pouvez vous dire, bah ça va, c'est pas si grave. Sauf que la bébête, en plus, elle est empoisonnée. Donc le gars, il a fini boursouflé, défiguré, c'était pas beau à voir. Après, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne l'ait pas capturé, parce qu'un autre a réussi à le faire, et sa première réaction, ça a été de le faire cuire et de le manger. Dévorez-les tous, dévorez-les tous. Maintenant, comment est-ce qu'on se protège de la bête? Parce qu'une autre de ses facultés, à l'image des chevaliers du zodiaque, c'est de vous faire perdre vos 5 sens en frappant de ses éclairs, non pas vous directement, mais à proximité. Oui, quand elle vous tombe dessus, c'est défiguré, brûlé, explosé, donc non. Et pour récupérer vos sens, il y a une technique infaillible, mais qui demande d'immenses efforts que seul un héros mythologique pourra accomplir dans une quête qui le mènera sur des terres inhospitalières. Manger du maïs. Quoi? Ouais, il a raison. Le remède contre le Raiju, c'est de manger du popcorn. Dont il raffole d'ailleurs. Du côté de Tsukuba, le Raiju n'est pas trop aimé, et c'est pas rien de le dire. Là-bas, il porte le doux nom de Kaminari, ce qui veut dire tonnerre, et si jamais il lui arrivait, durant ses escapades orageuses, de détruire une récolte, le peuple ne se laissait pas faire et partait à sa poursuite, prenant le nom de Kaminari Gari, chasseur de tonnerre. Ce qui n'est pas le cas de la région de Kanto. C'est moche quand même à une génération près. Là-bas, si notre foudroyant animal venait à toucher une rizière, aucune idée de pourquoi spécifiquement une rizière. Les habitants érigeraient un bambou à l'endroit de l'impact pour que l'animal puisse remonter au ciel, Dieu où ils vivent, si on en croit les textes de la période Edo. Période Edo qui va aussi nous expliquer pourquoi la créature est mauvaise. En effet, à cette époque, le ciel est encore un lieu inconnu où l'homme n'a toujours pas foutu les pieds. Et une autre région qui est aussi fort peu connue, ce sont les profondeurs marines. Sauf que ces dernières donnent quand même aux humains de quoi se nourrir. Donc, la mer, ça donne des poissons, le ciel, ça ne donne rien, donc tout ce qui se trouve dans le ciel, c'est méchant. Oui, elle va pas très loin, la réflexion. Bon, maintenant, il reste une question à répondre. À quoi est-ce qu'elle ressemble, la bestiole? Eh bien, un peu à tout. Vraiment, selon la légende, ça peut être un écureuil, une souris, un ours, voire même un dauphin. Mais il y a quand même des designs qui sont plus récurrents que d'autres. Par exemple, dans la province d'Aki, il prend cette forme, et on ne sait pas si c'est un crabe ou une araignée. Dans la province d'Inaba, en revanche, c'est un dragon hippocampe. Et même s'il a des représentations félines, la majeure partie du temps, il est associé à un chien, un loup ou un renard. Et on en parle du pendant chinois? Tu veux vraiment parler? Oui, au moins histoire de dire d'où il vient. Bon, tout laisse à penser que le Raiju vient en réalité du Kyu chinois, dont le cri serait semblable au tonnerre. Description Pokédex. Un Pokémon qui parcourt les plaines avec un aboiement proche d'un coup de tonnerre. Et il n'y a pas grand chose à dire dessus. La bestiole, elle est citée dans quelques textes chinois, mais justement, elle est que citée. Et la majeure partie du temps, c'est pour débattre de la gueule de la bestiole. Et autant j'en ai déjà vu des créatures mythologiques folkloriques qui avaient pas beaucoup de sens, autant là, ils ont juste mis des mots dans un chapeau et ils les ont tirés au hasard. Le truc, c'est une montagne, donc déjà pas un animal, démon-dragon, je sais pas ce que ça veut dire, et avec un seul pied. Et vous voulez le plus drôle, c'est que dans quasi tous les textes qui en parlent, la question c'est de savoir si elle a qu'un seul peton ou non. Genre, c'est ça le plus choquant. Pour être tout à fait honnête, il y a une autre représentation qui est celle-ci. C'est censé représenter un yak avec seulement 2 pattes arrière. Voilà, donc maintenant qu'on a cité ce truc-là, on peut passer au troisième légendaire?
Suicune est inspiré d'une créature légendaire, et là il va falloir vraiment ouvrir les chakras pour trouver une ressemblance. Cette créature c'est Kilin, qui, pour la faire courte, est la licorne asiatique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur les 3 inspirations, à part quelques représentations du Raiju et les premières inspirations du chien fou, il n'y en a pas un qui est un félin. Donc encore une fois, fauve légendaire, faut le dire vite. Alors, le Kilin, c'est pas non plus un animal monocorde à 100%. Déjà, on considère l'animal comme un dragon, et même si les représentations les plus récentes peuvent le montrer avec une seule corne, enfin, quand on dit récent, on parle de la dynastie Han quand même. En réalité, il a plus vite des bois à l'image d'un cerf. Son corps, tant qu'à lui, peut changer, allant du bœuf au cheval, en passant par la chèvre, mais aucun chat à l'horizon. Pour entendre parler de la créature pour la première fois, on doit retourner en 2697 avant notre ère, dans les jardins de l'Empereur Jaune. Alors, les empereurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on va noter ça dans un coin, parce qu'un jour, il faudra quand même se pencher sur eux. Il faudra attendre 300 ans de plus pour revoir l'animal, cette fois-ci par paire, dans la capitale de l'empereur Yao. Et il serait aussi à l'origine de l'écriture chinoise, cette dernière se trouvant sur les écailles de son dos. Alors la bébête, elle est bien, mais il faut pas trop lui courir sur le haricot. Dans un premier temps, le Kilin semble être une créature gentille, bienveillante et non violente. Il est tellement pas violent qu'il vole. Quel est le rapport entre voler et ne pas être violent ? Parce qu'il est tellement dans le fait de vouloir faire du mal à personne qu'il ne veut même pas écraser les brins d'herbe. Mais il se nourrit de quoi? D'herbe. Après, on n'a pas dit que ça faisait beaucoup de sens. Le Kilin déteste aussi les endroits impurs et se mouiller, car tel le fils du père, il est capable de marcher sur l'eau. Endroit impur qu'il est capable de purifier. Comme Suicune selon le Pokédex. Donc on pourrait se dire que la licorne asiatique est plutôt sympa, mais ce serait une erreur. Parce que certaines légendes parlent de ses nombreux pouvoirs magiques pouvant réduire les gens en cendres. Cependant, qu'on se rassure, elle ne le fait qu'en cas de légitime défense ou pour défendre les innocents. C'est une sorte de super-héros en vrai. Point de vue attribut, le Kilin en a pléthore. Selon la légende, voir une telle créature, ça a de quoi bouleverser votre vie parce que le truc est censé représenter sérénité, sagesse, harmonie, tendresse, prospérité, chance et bonheur. Rien que ça. Petit point en plus, l'harmonie ça correspond au yin et au yang, ce que les 2 lions du début représentaient déjà. Il est également l'un des 4 animaux sacrés, place qu'il partage avec le dragon, le phénix et la tortue. À ne pas confondre avec les 4 animaux gardiens, où il est remplacé par le tigre blanc. Même s'il est parfois considéré comme étant le 5e, celui qui représente le centre. À savoir que le dragon est le maître des animaux à écailles, le phénix celui des animaux à plumes, la tortue pour les animaux à armure, et le Kilin à aucun animal en particulier. Mais on dit que sa présence permet la naissance d'un grand sage, ce qui est une excellente transition. Une excellente transition pourquoi? Pour son lien avec l'un des sages. Il n'y a que moi qui connais la légende? Non, et si tu permets, quand on parle de philosophe chinois, il y a un nom qui devrait très vite pointer le bout de son nez. Confucius. Le type qui a tellement de punchline que je suis sûr que le cliché du chinois qui parle uniquement en proverbe, c'est à cause de lui. Et donc, le Confucius, il a quoi comme rapport avec la licorne? Alors, lorsque la maman de Confucius était enceinte, elle a eu la chance de rencontrer l'animal dans les bois, ce dernier portant dans sa gueule une plaque avec marqué dessus « Connaissance ». Enfin, il n'est pas marqué « Connaissance », il est marqué « Wen ». Mais vu que je suis sûr qu'il y en a très peu d'entre vous qui parlent le cantonais ou le mandarin, on va dire qu'il est marqué « Connaissance ». Et le Kilin annonça le destin exceptionnel du petit bout qui allait débarquer. D'autant qu'en plus, à sa naissance, 2 dragons se sont posés sur le toit de sa maison et 5 vieillards représentant les 5 éléments chinois lui ont rendu visite. Manquerait plus que ça se passe dans une étable et on serait pas loin d'un autre personnage mythologique. Ce n'est pas non plus la seule fois où Confucius entendra parler de l'animal, puisque ce dernier sera capturé et tué des années plus tard, ce qui plongera le philosophe dans un profond chagrin, qui conduira à sa mort. Et enfin, pour terminer sur une petite anecdote de notre cheval mythique, son lien avec la girafe. Ok, celui-là par contre je l'ai pas. Bon, on était en moins 400, petit bond dans le temps, de 1800 ans. Oui, parfois avec la mythologie, il faut s'accrocher. Durant cette période, une délégation chinoise se rend en Afrique et ramène divers cadeaux. Parmi ceux-ci, des animaux, dont une girafe. Et directement, l'empereur Yongli va identifier l'animal comme étant un Kilin. Et éventuellement, il y a les 2 cornes sur la tête. Ouais, mais c'est vraiment le seul lien. Et donc, que ce soit en Chine, en Corée ou au Japon, l'animal s'appelle Kilin. Ou cependant Guilin et Kirin. Et voilà ce qui termine la vidéo sur les inspirations des 3 chiens légendaires. Parce que oui, je vais continuer à les appeler des chiens. Et que Oh me foudroie si ça ne lui plaît pas. Et merde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grid Squeaker.
pour vous servir.